Aujourd'hui, nous allons nous pencher en détail sur une initiative diplomatique vraiment cruciale. Une initiative visant à apaiser les tensions très vives entre deux piliers incontournables de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, vous savez, Abidjan, et son voisin du Nord, le Burkina Faso. L'axe historique Abidjan-Ouagadougou, jadis un modèle, était au bord de la rupture. Accusations de déstabilisation, crise sécuritaire et même la mort controversée d'un activiste ont plongé la sous-région dans l'incertitude. Mais en décembre 2025, un pas décisif a été posé. Voici l'histoire d'un dégel attendu. Et il ne s'agit pas seulement de poignées de main diplomatiques. Nous sommes face à une mission à haut risque. Cela s'est passé le samedi 6 décembre 2025. L'Afrique de l'Ouest observe avec une attention particulière l'état des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ces deux pays, unis par la géographie et l'histoire, ont vu leurs liens fraternels subir de profondes turbulences ces dernières années. Le dialogue était rompu, remplacé par des suspicions et une crise diplomatique ouverte. Le 6 décembre 2025 marque un tournant. Sur instruction du président ivoirien Alassane Ouattara, une délégation d'Abidjan s'est rendue à Ouagadougou. La mission était conduite par Adama Dosso, le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il a été reçu par le chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré. L'objectif affiché de cette rencontre, relancer le dialogue politique bilatéral, rétablir la confiance et mettre les incompréhensions au passé. Il s'agissait essentiellement d'un appel à mettre fin à la détérioration et à l'ouverture des hostilités pour le bien de leur propre peuple. Cette visite, sollicitée par les autorités ivoiriennes, est un signal fort. Elle intervient après des mois de crispation et d'escalade. Nous allons décrypter pourquoi cet axe est si vital, ce qui l'a fait vaciller et si ce premier pas sera suffisant pour garantir une paix durable. Pour comprendre l'urgence de ce dialogue, il faut saisir l'ampleur des liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il ne s'agit pas de simples voisins. Les relations entre les deux nations sont qualifiées d'historiques. Les peuples sont unis par la géographie et par l'histoire. Les populations de part et d'autre des frontières sont profondément entremêlées, ce qui constitue un socle sociologique que rien ne peut altérer ou dénaturer. La première chose qui ressort des sources, c'est le langage qu'ils ont utilisé. Cette utilisation presque désespérée de l'histoire et de ces métaphores puissantes pour décrire leurs liens. D'autant plus que les relations actuelles sont en lambeaux, ils devaient vraiment s'appuyer sur cette histoire commune, c'était tout ce qui leur restait. Le ministre ivoirien Adama Dosso a utilisé une expression qui m'a immédiatement marqué. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont comme le poumon d'un même corps économique et social. Ces pays sont vus comme les mouvements d'un même corps économique et social. C'est une métaphore viscérale, elle est vitale. Et ils le prouvent aussi en se qualifiant mutuellement de nations sœurs unies par la géographie et la culture. Et ce n'est pas seulement de la poésie, je veux dire, les sources soulignent vraiment la réalité sociologique de cette situation. Les peuples sont profondément liés, le terme français qu'ils ont utilisé était entremêlé, juste de l'autre côté de la frontière. Pensez aux centaines de milliers de citoyens burkinabés qui vivent et travaillent en Côte d'Ivoire. Le flux de marchandises, les allers-retours constants, cette base sociologique, comme le répétaient les délégués, ne peut être modifiée par quoi que ce soit qui se passe actuellement en politique. Alors pourquoi utiliser ce genre de rhétorique fondamentale intense en ce moment? Pourquoi devriez-vous vous soucier de ces racines historiques? Parce que ce langage est un rappel direct. Il s'inspire intentionnellement de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Historiquement, ces relations bilatérales étaient même un modèle de coopération en Afrique de l'Ouest. Adama Dosso a d'ailleurs rappelé l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny, qui faisait du dialogue entre frères une arme essentielle et recherchait constamment la paix. Malgré les moments d'incompréhension que traverse la vie de toute relation, le socle de fraternité entre ces nations ne devrait pas être remis en cause. Les disputes, comme dans un couple, devraient être suivies d'une reprise normale de la vie. Ainsi, lorsqu'il parle de dialogue entre frères et de recherche effrénée de la paix, il tente d'évoquer un âge d'or d'harmonie diplomatique. Ils disent en substance, regardez, nous avons cette identité commune, cette histoire de prospérité, et c'est bien plus important que n'importe quel désaccord. Mais n'est-ce pas justement cet enchevêtrement, cet entremêlé qui rend les conflits frontaliers et les questions de sécurité si difficiles à gérer? Si les peuples sont étroitement liés, les terroristes le sont aussi. Et la situation politique devient rapidement compliquée. C'est là le cœur même de la tension qui caractérise cette relation. C'est une énorme vulnérabilité, tant sur le plan stratégique qu'économique. Et vous savez, malgré l'évocation de ce lien historique profond, la délégation ivoirienne a dû admettre l'évidence. La relation avait connu quelques petites turbulences. Je pense que petite turbulence est un euphémisme. Et cette histoire mouvementée nous amène directement à ce sur quoi ils sont parvenus à s'entendre lors de cette réunion. La voie à suivre. Ce qui nous amène au fond du sujet. Ce qui est fascinant, c'est le ton qu'ils ont choisi. Les discussions ont été décrites comme franches, directes et sans jargon, sans langue de bois. Cela montre qu'ils savaient tous les deux que la diplomatie polie et passive avait complètement échoué. Ils devaient être réalistes. Mais à quoi ressemble la franchise? Et la franchise dans une pièce aussi tendue? Il semble que l'accent ait été mis moins sur la répétition des anciens griefs que sur l'élaboration d'un plan tourné vers l'avenir, ce qui en soi est un pas important. Ils ont défini 4 domaines clés sur lesquels leurs équipes doivent commencer à travailler immédiatement. Écoutons donc la liste. Tout d'abord, la normalisation progressive des relations diplomatiques. Cela suggère, vous savez, un simple retour aux fondamentaux. Deuxièmement, et c'est essentiel, une coopération tangible en matière de sécurité. Nous verrons plus tard pourquoi cela a été si absent. Troisièmement, la mobilité et la gestion des questions transfrontalières, ce qui nous ramène à la réalité de l'entremêlement. Et enfin, la stabilité régionale et la solidarité entre leurs peuples. Ils essaient essentiellement de rétablir la confiance à partir de zéro. Tout depuis la courtoisie diplomatique élémentaire jusqu'à une stratégie coordonnée de lutte contre le terrorisme. Précisément, ils essaient de construire un nouveau cadre institutionnel, quelque chose qui puisse réellement résister aux chocs politiques qu'ils ont connus. Et surtout,
surtout du côté burkinabé, le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré a confirmé qu'il restait ouvert à cette idée. L'accueil réservé aux Ivoiriens a été présenté comme un signe que le Burkina Faso n'est pas un pays fermé. C'est important, c'est un signal important pour le reste de la région. Les deux ministres ont donc convenu que leurs équipes devaient se mettre au travail immédiatement afin de consolider la confiance et de pouvoir avancer ensemble. Aujourd'hui, nos relations sont dans une situation particulière et il était important que nous puissions donc faire ce déplacement. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina, comme je l'ai indiqué à M. le ministre, sont les poumons d'un même poids économique et social. C'est donc important que ces deux pays, qui sont des pays frères, qui sont des nations sœurs, nous puissions nous parler en dépit des conjonctures politiques que je considère comme des choses temporaires. Les relations de la Côte d'Ivoire et le Burkina sont des relations historiques. Nous sommes unis par la géographie, nous sommes unis par l'histoire, nous avons des peuples de part et d'autre qui sont très entremêlés. Et ce sens sociologique ne peut pas être altéré ou dénaturer nos rapports. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont telles que nous devons travailler à rassurer nos populations. Parce que la préoccupation du président du Faso, c'est surtout l'intérêt des populations. Et au nom de l'intérêt des populations, nous avons échangé, nous nous sommes parlé en frères, avec ouverture, avec sincérité. Et je pense que nous avons posé un pas important qui va être poursuivi. La volonté politique, du moins sur le papier, semble être là. Le véritable défi consiste à surmonter les griefs intenses qui ont causé tout ce désordre, ce qui nous amène au cœur du problème. Nous devons comprendre les crises spécifiques qui ont rendu cette réunion d'urgence si nécessaire, et c'est là que cela devient vraiment intéressant, car les relations ne se sont pas simplement détériorées. On a l'impression qu'elle a été activement rompue par un revirement politique majeur à Ouagadougou. Les relations se sont détériorées juste après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. Le problème fondamental réside simplement dans la divergence des orientations politiques. Je veux dire, le président Ouattara a apparemment appelé Traoré juste après le coup d'État. Mais cette bonne volonté s'est très vite détériorée lorsque Ouagadougou a refusé de suivre l'orientation politique souhaitée par Abidjan. Et cette orientation, si l'on lit entre les lignes, était l'ordre politique traditionnel aligné sur la France et axé sur l'écologie. Mais Ouagadougou, sous Traoré, a pris un virage radical. Ils ont opté pour une nouvelle voie panafricaine, dirigée par l'armée et hautement nationaliste, qui remettait ouvertement en question toutes ces anciennes alliances. Et ce revirement a immédiatement constitué une menace pour Abidjan. Et cette divergence a directement conduit à des accusations d'ingérence. Le Burkina Faso a accusé à plusieurs reprises la Côte d'Ivoire d'être une base arrière pour des groupes, c'est-à-dire des éléments de l'opposition, peut-être des mercenaires, qui tentaient de déstabiliser son gouvernement. Et ces accusations étaient souvent accompagnées d'une implication de la complicité française, une affirmation qu'Abidjan a toujours niée. Vous avez donc ces accusations de déstabilisation qui brisent toute confiance. Mais cette divergence a également des conséquences immédiates, terribles et concrètes, en particulier sur la sécurité à la frontière. C'est peut-être la conséquence la plus grave de toutes. L'absence totale de coopération en matière de sécurité sur leur frontière commune, longue de 584 km. Mais une frontière où tous ces groupes armés et terroristes opèrent avec de plus en plus de liberté. Et je sais que la Côte d'Ivoire accueille des milliers de réfugiés burkinabés qui fuient cette violence. Donc, s'il n'y a pas de coopération, qu'est-ce que cela signifie concrètement sur le terrain? Cela signifie que les terroristes peuvent étendre leur influence dans ces zones frontalières. C'est aussi simple que cela. La Côte d'Ivoire accueille des réfugiés, mais en même temps, elle craint que l'absence de contrôle aux frontières ne fasse déborder l'insécurité. Sans partage de renseignements, sans coordination des patrouilles, sans cela, aucun des deux États ne peut sécuriser son propre territoire. C'est un énorme problème commun. Et en plus de tout cela, il ne s'agissait pas seulement de politique, c'est devenu une affaire profondément personnelle, profondément émotionnelle, avec une tragédie spécifique survenue quelques mois avant cette réunion. L'affaire Alino Faso, la mort controversée en juillet 2025 du militant Alain Christophe Traoré, connu sous le nom d'Alino Faso. Il est mort dans une école de gendarmerie ivoirienne. Et le gouvernement ivoirien a déclaré que sa mort était un suicide. Mais Ouagadougou n'y a pas cru du tout. Il a publiquement accusé le gouvernement ivoirien d'avoir conclu un pacte de non-agression avec certains groupes armés. Il a en gros laissé entendre qu'il y avait un accord secret. Il a averti que si cet accord présumé venait à changer, la Côte d'Ivoire serait attaquée. Il a même rappelé l'attaque de Grand Bassam en 2016. Comme référence pour illustrer leur vulnérabilité, il disait en substance qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non, le pouvoir flatte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez, croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante et quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les trois armées de l'AES. C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'il ne gagne plus ce qu'il gagne, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer.
C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes. Voilà donc les lourdes charges qui pesaient sur cette réunion. Une crise des réfugiés, une accusation de meurtre et une menace directe que cette réunion devait tenter de surmonter. La liste des griefs est longue. Nous arrivons donc à la fin de la réunion. Une seule réunion suffit-elle pour tout remettre à zéro? C'était une première étape cruciale. C'est la meilleure façon de voir les choses. Un acte de communication essentiel qui a mis fin à la spirale descendante. Les deux parties se sont engagées à dialoguer, à rétablir leurs relations sur le modèle de coopération qui prévalait autrefois. Mais, et c'est un gros mais, la partie burkinabé a tenu à inclure une réserve politique importante. Le gouvernement du ministre Traoré, tout en se félicitant du dialogue, a réaffirmé sa détermination à préserver la paix et à agir avec équité lorsque cela est nécessaire. Cela souligne leur point de vue. Ils se félicitent du dialogue fraternel, mais ce dialogue doit respecter la souveraineté du Burkina Faso. Il doit être guidé par la nouvelle vision du capitaine Traoré qui place leur sécurité et leur orientation politique au-dessus de tout. Cela revient donc à dire, nous discuterons, mais seulement si vous respectez nos nouveaux choix politiques, même si vous ne les appréciez pas. L'objectif a été atteint. Ils ont repris la communication ministérielle, ils sont passés d'une hostilité ouverte à un état de dialogue fragile. Mais ce dialogue doit être approfondi et accéléré. Il s'inscrit dans le cadre d'un intérêt mutuel pour le bien-être de leur population, mais il reste très limité par ses profondes divergences politiques. Ce qui est en soi une grande réussite, le simple fait de s'éloigner de cette hostilité intense. Mais les liens économiques, l'idée des deux poumons. Et c'est la clé pour que ce fragile redémarrage dure. L'importance de cette question va bien au-delà de la simple gestion de la sécurité. Il ne faut pas oublier que ces deux pays coordonnaient leurs efforts sur des intérêts économiques stratégiques considérables. Le Burkina Faso est enclavé. Il a besoin d'Abidjan. Nous parlons donc de projets d'infrastructures gigantesques. Il s'était associé dans le cadre d'initiatives majeures comme le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou qui est vital pour le commerce burkinabé et la participation burkinabé à l'administration du port autonome d'Abidjan lui-même. Ce sont ces liens économiques physiques qui unissent véritablement les deux poumons et ils nécessitent une confiance et une coopération durable pour aller de l'avant. Les deux États ont réaffirmé leur volonté commune d'œuvrer à un dialogue constructif basé sur l'intérêt partagé et le respect mutuel. La relance du dialogue apparaît ainsi comme le choix de renouer officiellement le fil des échanges malgré les divergences sécuritaires et les crispations régionales subsistant. La visite d'Adama Dosso à Ouagadougou en décembre 2025 marque officiellement le début du réchauffement de l'axe Abidjan-Ouagadougou. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont des relations historiques. Elles ne sauraient être altérées par ce que le ministre Adama Dosso a qualifié de conjoncture politique que je considère comme des choses temporelles. Même si le chemin vers une confiance totale est encore long, comme l'a rappelé Karamoko Jean-Marie Traoré, il est clair que ce pas important est dicté par l'intérêt supérieur et la nécessité de rassurer les populations. L'avenir de la coopération, jadis un modèle en Afrique de l'Ouest, dépendra de la sincérité et de l'approfondissement du dialogue initié ce jour-là. Comme l'a dit le ministre ivoirien, même dans un couple il y a des hauts et des bas, et après la dispute, la vie reprend son cours normal. L'enjeu est désormais de transformer ces promesses de dialogue en actions concrètes sur les questions cruciales de sécurité et de stabilité régionale. Ce dégel est essentiel pour l'Afrique de l'Ouest. Pour ne manquer aucune de nos analyses sur les enjeux géopolitiques du continent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo pour informer un maximum de personnes. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso peuvent retrouver leur statut de modèle de coopération? Laissez un pouce bleu si vous avez trouvé cette analyse utile.